Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai pris comme d'habitude mon petit reading journal pour vous parler de toutes mes lectures. Ici j'ai toutes les notes et ensuite j'ai la partie où j'ai pu noter à chaque fois mes pensées sur les livres, donc ça me permet de mieux m'y retrouver. Comme d'habitude, on commence avec les livres que je n'ai pas avec moi. On enchaînera avec les livres que j'ai DNF, puisqu'il y en a deux que j'ai pas terminé ce mois-ci, et ensuite on finira avec ceux que j'ai avec moi. Le premier que j'ai lu mais que je n'ai pas avec moi, c'est Résister de Salomé Saké, que j'ai écouté en audio. Il était sur Nextory, et c'est un essai de Salomé Saké qui vient justement, d'où le titre, nous expliquer comment est-ce qu'il faut résister et pourquoi il faut résister à l'extrême droite. C'est un livre qui est fait de manière très intelligente, c'est-à-dire que c'est pas une incitation à la haine envers les gens qui votent extrême droite, mais plutôt un guide sur comment être à même de bien échanger avec ces personnes pour pouvoir apporter des contre-arguments à ce qu'ils avancent et apporter des faits qui démontrent que souvent ce qui est avancé par l'extrême droite, c'est soit des fake news, soit des choses qui sont déformées pour aller valider leurs propos. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est toujours intéressant de toute manière, peu importe son bord politique, d'aller essayer de lire des choses des deux côtés pour comprendre un petit peu mieux. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle met bien aussi en avant le fait que les gens qui votent extrême droite, c'est pas forcément des gens qui sont bêtes, c'est pas forcément des gens qui sont méchants, c'est des gens qui parfois trouvent ce qui les rassure en fait dans ce parti politique là, et donc elle vient expliciter tout ça de manière très intelligente, les dérives qu'il y a eu, l'origine du parti, les dérives qu'il y a encore à l'heure actuelle, et puis surtout comment est-ce qu'ils utilisent les peurs des Français pour venir justement créer leur stratégie et amener le maximum de votants de leur côté. Donc c'était hyper intéressant je trouve, et je le recommande à tout le monde, peu importe de quel côté vous votez, parce que ça permet d'avoir un regard critique en fait sur plein de choses, et ça se lit super vite, hein. Je crois qu'en audio c'était à peu près 1 heure d'écoute. Toujours en audio, j'ai écouté Tomber du ciel de Alice Devely. Celui-ci, je l'écoute dans le cadre de ma participation en tant que juré pour le prix 2025 du jury d'Audiolib, et donc j'ai 10 livres à écouter, et puis à chaque fois je fais un petit avis dessus, et celui-ci c'était le tout premier que j'ai écouté, et franchement j'ai adoré. Attention, trigger warning, on est sur un trigger warning anorexie et un trigger warning suicide. C'est sur une jeune fille, donc c'est raconté par la dame qui l'a vécu, Alice Devely, qui est journaliste et autrice. Elle raconte sa propre histoire quand elle est devenue anorexique et qu'elle est tombée dans cette maladie, et ça raconte notamment son séjour en hôpital psychiatrique pendant 4 années et les dérives qu'il y a dans ces hôpitaux, parce que c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que déjà c'est un livre qui permet de comprendre un petit peu cette maladie. Moi je l'ai jamais vécue, mais de la voir à travers les yeux de l'autrice qui raconte son expérience, ça permettait vraiment de comprendre à 100% le ressenti de cette jeune fille et de comprendre à quel point c'est pas un choix. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait pour la majorité d'entre nous, mais ça reste certaines personnes pour qui c'est très compliqué de comprendre les ficelles de cette maladie et la manière dont elle s'insinue dans le cerveau de ces personnes-là, et elle ruine tout. Et là, c'était vraiment une plongée dans la psychologie de cette jeune fille-là et de comprendre à quel point ça la bouffe en fait de l'intérieur. Et il y a toute la partie aussi sur les dérives en hôpital psychiatrique, c'est-à-dire la violence qu'elle subit, le manque de considération, le fait qu'on n'essaie pas forcément de comprendre ce qui lui arrive. Alors c'est pas généralisé, hein, je pense pas que ce soit en mode c'est pareil dans tous les hôpitaux psychiatriques, mais c'est pour dire voilà, moi j'étais en pleine détresse, et parfois ils m'ont plus plongé dans ma détresse qu'ils n'ont essayé de m'en sortir, et voilà, franchement, c'est hyper dur à lire. Il y a eu des moments qui étaient très compliqués, il y a aussi tout un passage sur sa relation avec sa famille qui est très dure, sa relation avec sa mère, sa relation avec elle-même, la manière dont elle se crée en fait ce double, entre guillemets, qui s'appelle Sissi, et qui est la manifestation en fait de l'anorexie, qui lui dit t'es trop gros, arrête de manger, t'es immonde, t'es une baleine, et donc ça c'est hyper dur, très cruel à écouter, mais franchement il est super, et si jamais c'est pas des trigger warnings qui vous impactent, ça vaut vraiment le coup de le lire, ne serait-ce que pour comprendre mieux un petit peu ce que peuvent vivre ces jeunes femmes, et peut-être être en manière, si ce n'est de les aider, au moins de les comprendre et de leur dire qu'elles sont vues si vous rencontrez des personnes qui subissent ça. Et ensuite, le dernier livre que je n'ai pas avec moi, c'est Rebel Witch de Kristen Ciccarelli, donc le tome 2 de The Crimson Moss, ou Heartless Hunter en français. Et autant vous dire que je suis assez déçue parce que j'avais adoré le tome 1 et je suis passée un petit peu à côté de ma lecture du tome 2. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ce tome 2 n'apportait rien par rapport à la lecture du tome 1. C'était à peu près la même chose qui se repassait. Je pense, en tout cas de ce que j'ai vu avec ma copine Mathilde et de ce que j'ai vu sur les avis sur Goodreads, les personnes qui ont moyennement aimé le tome 1 apprécient beaucoup plus le tome 2. Les personnes qui ont beaucoup aimé le tome 1 apprécient un peu moins le tome 2. J'en fais pas une généralité, hein, je vous dis que c'est ce que j'ai vu un petit peu. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était très redondant. Il n'y avait pas grand chose de plus en fait qui était amené par ce récit-là. Il n'y avait pas forcément plus de croissance des personnages. Il y a des choses qui étaient incohérentes. J'ai trouvé qu'elle était parfois hyper égoïste alors que ça coïncidait pas trop avec son personnage dans le tome 1.
Donc bon, et puis surtout c'était assez prévisible honnêtement, je pouvais voir assez facilement la ligne directrice, alors c'était un peu pareil dans le tome 1, mais quand même j'avais ce truc de, j'étais tellement à fond dans la romance et l'alchimie entre les personnages que ça ne me dérangeait pas, mais là en fait comme tout ce que je voulais c'était déjà passé dans le tome 1, et bah le tome 2 il a pas réussi à m'apporter plus. Donc voilà pour tous ceux que j'ai pas avec moi. On passe maintenant aux 2 livres que j'ai DNF. Vous allez être assez surpris je pense parce que ces 2 livres qui ont connu une assez forte hype récemment. Alors celui-ci, un peu moins, mais c'est parce qu'il est plus récent, mais Watermoon de Samantha Soto Yambao. Lui, j'ai lu, je me suis arrêtée page 98. L'Oralie aussi, avec qui je le lisais, la DNF. Tout simplement parce qu'il y a un des tropes que je déteste, qui est le trope du Insta-love. Mais quand je vous dis Insta-love, c'est Insta-love. C'est-à-dire qu'en 2 heures, le mec, il est là, en mode c'est la femme de ma vie, je sacrifierais tout pour elle. Et il n'y a rien qui me sort plus d'un livre que ça, dans le sens où c'est tellement irréaliste. La nana, elle s'est pas du tout ouverte à lui, il connaît rien d'elle, et il est déjà en mode « moi je sacrifierais tout et tout ». Et du coup ça m'énerve, parce que à aucun moment, j'y crois en fait à ton histoire. Vraiment, à aucun moment j'y crois. En plus de ça, on me vendait un truc hyper whimsical, donc très... je sais même pas comment traduire ce mot, mais... un peu féerique, romantique, doux, tout doux et tout, et j'ai pas eu cette vibe parce que bah, le truc entre les personnages avançait tellement vite que ça n'a pas fonctionné. J'ai vraiment bien aimé les chapitres du début entre elle et son père, parce qu'en gros, c'est une jeune fille et son père qui tiennent un pawn shop un petit peu bizarre, donc un prêteur sur gage un petit peu bizarre, puisque en fait, ils trade dans les souvenirs, dans les traumas. Les gens, ils viennent et ils laissent quelque chose qui les a traumatisés, dont ils ne veulent plus dans ce shop-là. Ils repartent plus légers et en échange, ils laissent quelque chose d'eux. Et son père s'apprête à prendre sa retraite, mais le premier jour de sa retraite, il disparaît. Il est parti dans le monde réel, entre guillemets. Et il y a un homme qui va rentrer, un jeune homme, et il va aller l'aider à partir à la recherche de son père. Mais déjà, tout avance super vite. Même pas juste la romance. Tout avance super vite. Et ça me faisait lever les yeux au ciel en permanence, et je me suis dit non, franchement, si au bout de 100 pages j'aime pas, j'apprécierais pas les 350 pages du livre, et voilà, donc j'ai arrêté. Et peut-être ça vous plaira si vous aimez le trope du Insta-love, mais franchement, si c'est un trope que vous aimez pas, passez vraiment votre chemin, parce que quand je vous dis que c'est Insta, c'est vraiment, j'ai jamais vu un amour aussi instantané que dans ce livre-là. Hein. Et ensuite, celui-ci, on aurait pu s'en douter, mais j'ai quand même voulu tenter, c'est Quicksilver de Kali Hart. Alors, je me suis acharnée, hein, j'ai lu jusqu'à la page 358, donc beaucoup quand même, hein, vous voyez, j'ai lu tout ça, il me reste tout ça, mais j'arrête, je n'en peux plus, j'arrête. Je vous en ai parlé, de toute façon j'ai fait un vlog lecture sur ma lecture de Quicksilver, mais c'est plus possible en fait. Les mecs comme ça, moi je ne comprends pas. Le mec, donc déjà je vais vous parler un petit peu du résumé quand même, on y suit une jeune fille qui s'appelle Seiris. Seiris, elle vit dans un pays où il y a 3 castes, les plus riches, les moyennement riches et les extrêmement pauvres. On attend juste qu'ils meurent, on leur donne à peine à manger, à peine à boire, et c'est le plus vite vous mourrez, le mieux on se porte. Mais Seiris, elle refuse de vivre de cette manière-là, et elle veut protéger son frère, donc elle se retrouve à voler quelque chose de très précieux, sauf que madame, eh bien, elle va se faire choper un peu bien malgré elle, et quand on l'emmène au palais, elle va se retrouver, sans le faire exprès, encore une fois, à ouvrir un portail vers le monde magique des fées. Et là apparaît la mort incarnée, notre personnage masculin, Kingfisher. Sa première apparition, je me dis, ok, beau gosse, c'est mon style, grand brun, cheveux mi-longs, ténébreux, normalement ça peut que me plaire. Sauf qu'il a commencé à ouvrir la bouche, et là le charme s'est estompé très rapidement. C'est-à-dire qu'on est sur le personnage le plus vulgaire que je n'ai jamais vu, entendu, lu de toute ma vie. Il faut vous dire que je ne suis pas anti-smut, dans le sens où par exemple le smut dans le dernier tome d'Akota, le tome sur Cassian et Nesta, je suis pas archi fan, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, dans le sens où c'était cohérent pour moi avec l'intrigue. On avait eu une construction de la tension, il y avait une construction de la romance, et donc le smut était la suite logique, même si c'était un peu exagéré, de tout ça. Là, c'est la suite logique de rien du tout. On est au bout de 3 interactions, le mec lui dit « attention, un petit peu de vulgarité », enfin je vous fais tout le contexte pour que vous compreniez. En gros, elle est en train de lui dire « ouais, de toute façon, toi, enfin vous êtes tous les mêmes, les mecs, vous êtes toujours en train de vous survendre, à grossir la taille de vos parties ». Et là, le mec, il lui dit « ouais, t'aimerais bien la voir, ma espèce de salope en chaleur ». Et là, j'étais en mode « ok, moi je savais pas que je m'engageais là-dedans ». Littéralement, c'est la 3e fois qu'ils se parlent, le mec lui dit ça comme ça. Et genre en lui faisant des clins d'œil. Et il passe son temps à lui faire des allusions salaces. Mais vraiment, mais quand je vous dis salaces, c'est vraiment... C'est pas des trucs un peu sexy et tout, c'est il lui parle, il lui dirty talk H24, mais...
elle n'a pas du tout pris le temps, l'autrice, de construire la tension. C'est-à-dire que moi, du dirty talk, à la limite, ça peut ne pas me déranger si tu construis ta tension, si tu fais un jeu de regard, si tu fais, voilà, ils se regardent un peu, ils se séduisent et tout. Là, la meuf, elle est en mode, je le déteste, il me dégoûte, machin. Mais le mec, il est en mode, ouais, moi, je peux sentir que t'es tout excité. Franchement, parce que ils se connaissent pas, ils se rencontrent à peine, il n'y a aucune alchimie, il n'y a rien, il n'y a pas de tension, que le mec il est déjà en train de lui parler comme ça, et vraiment moi ça me refroidit plus qu'autre chose, et c'est H24, la meuf elle est en train de manger sur pas tranquille, il la regarde et il lui dit « Aval ». Mec, c'est bon là, vous vous connaissez même pas, ça fait un jour que tu la connais, stop. Et puis il y a un nombre incalculable de plot holes, donc des incohérences dans l'intrigue, et il y a beaucoup de facilité, genre le mec il est là H24, bon déjà il répète non-stop, moi je suis pas un humain, en fait je suis pas un mec, je suis un mâle. Ok, on a compris, et après il va nous dire qu'il fait pas le concours de qui a la plus grosse, mais c'est censé être le guerrier le plus puissant, machin, il est là, moi j'ai un odorat surdéveloppé, moi je peux savoir quand les gens mentent instantanément, il est là, je le saurai tout de suite si tu mens. Elle l'envoie chercher quelqu'un, elle lui donne une odeur de sang à retrouver, le mec qui revient avec un mec, c'est pas le bon. Parce que quoi? Parce qu'il s'est gouré entre l'odeur du sang et l'odeur du sexe. Donc monsieur, j'ai soi-disant l'odorat le plus développé de tous les failles et machin, se gourre entre l'odeur du sang et l'odeur du sexe, et en plus de ça, le mec il était allé chercher, lui a menti sur son nom, c'est-à-dire il lui a dit « Ouais, moi je suis tatata, la personne que vous cherchez », c'est pas vrai. Tu vas me dire que grand guerrier Kingfisher qui est en mode « Personne peut me mentir », il se fait couiller par un humain, qui lui ment, et je suis là, c'est bon. Et l'excuse c'est « Ouais, il était pressé ». Non mais c'est bon, en fait ça m'énerve les romantésies comme ça, où c'est en mode, ouais bah c'est une romantaisie, donc la fantaisie, c'est derrière, c'est au dernier plan, c'est pas grave si c'est mal fait, c'est pas grave si c'est pas cohérent, le système de magie, on s'en fout, lui ses pouvoirs, il peut faire tout n'importe quoi avec ses pouvoirs, il peut faire le ménage, il peut faire disparaître les gens, il peut transporter sa voix, il peut se téléporter et tout. Tu sais pas pourquoi, mais il a tous les pouvoirs de la planète. Enfin, franchement, non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais pu le finir, mais franchement, j'ai la flemme en 2025 de me forcer à finir ce genre de livre. Surtout si c'est juste pour continuer de dire que c'est de la merde parce que j'aime pas. Encore une fois, c'est très subjectif. Je dis pas que si vous aimez, vous avez des goûts de chiottes. Je dis juste que moi, très clairement, c'est tout ce qui m'insupporte dans un livre. Et donc, si c'est ce qui peut vous insupporter, passez votre chemin. Mais vraiment, la vulgarité H24, moi, je peux pas. Et les scènes aussi où le mec, il lui parle. Il lui parle genre que de cul à table, devant tout le monde, et que le mec, et que genre il y a un autre mec fait qui a une ouïe hyper développée et qui le regarde en mode j'entends tout ce que tu dis, arrête, ça me dégoûte, vraiment, je peux pas ces trucs-là, je peux pas. Donc voilà, comme vous en doutez, je n'ai pas aimé et je ne le finirai pas. Ok, maintenant on peut continuer avec des livres que j'ai quand même relativement un petit peu plus aimés et qui sont tous derrière moi. Là, on a un autre livre que j'ai lu pour le prix Audiolib qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, lu par Thierry Blanc, et franchement, lui, j'ai beaucoup aimé. C'est typiquement le genre de livre vers lequel je me serais pas dirigée si jamais ça n'avait pas été dans le prix. Et dans celui-ci, on y suit un jeune homme qui rentre à l'issue d'une nuit blanche passée avec les derniers fêtards d'un mariage, qui ignore en regagnant sa demeure que le destin l'attend et qu'il mourra poignardé. Pourtant, tout le monde le sait et Santiago Nazar, livré à ses bourreaux avec l'assentiment collectif, sera la victime de ce crime d'honneur. Qu'il soit ou non coupable, il n'échappera pas à cette mort annoncée, car la mariée n'était plus vierge. Honteusement répudiée et sommée par ses frères de nommer le coupable, elle a désigné Santiago Nazar. Et ce qui est trop bien avec ce livre, c'est que on a donc le narrateur qui va aller chercher les points de vue en fait de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette histoire pour recueillir leur récit et essayer de démêler le vrai du faux, essayer de reconstruire vraiment l'histoire avec tout ce qui s'est passé de A à Z. Et ça, c'était hyper intéressant de voir un petit peu les contradictions, de voir ce qu'on n'avait pas forcément vu venir, est-ce que Santiago Nazar a vraiment fait le coup, la manière dont peut-être que les frères avaient pas forcément envie de le faire, mais tu dois le faire parce que tu dois défendre ta sœur. Comment est-ce que Santiago Nazar a pu ne pas savoir qu'on allait le tuer alors que tout le monde était au courant, enfin bref, c'est hyper original comme manière d'être raconté et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est assez court, il fait 3h18, mais voilà, encore une super découverte pour le coup. Après, en horreur, j'ai lu celui-ci qui s'appelle Bat Eater de Kylie Lee Baker, qui est l'autrice de The Scarlet Alchemist en fantasy que j'avais bien aimé, et celui-ci était trop bien. On y suit le personnage de Cora Zeng, qui est une nettoyeuse de scènes de crime.
Maintenant, elle a plus trop peur du sang et du gore, tout simplement parce qu'elle a vu sa sœur se faire pousser sous les rails du métro par un homme qui a crié en faisant ça Bat Eater. Il faut savoir que je ne le savais pas, j'ai vu en me renseignant, c'est un vrai terme qui était utilisé pour traiter les populations asiatiques et notamment chinoises au moment de l'émergence du Covid. C'est-à-dire, ça je le savais, on a beaucoup blâmé les Asiatiques et notamment les Chinois sur l'apparition du Covid. Ça c'est aucunement fondé, hein, c'est purement raciste. Et on les nommait notamment Bat Eater parce que le virus serait soi-disant venu des chauves-souris et c'est parce que les Chinois auraient mangé des chauves-souris que le virus se serait propagé. Et donc elle va vite se rendre compte en nettoyant de plus en plus de scènes de crime qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est toujours des femmes asiatiques qui sont assassinées et il y a toujours des chauves-souris sur la scène de crime. Et en même temps ça se passe pendant le festival des fantômes affamés, donc des Hungry Ghost Festival aux États-Unis, qui est donc un festival chinois qui vise à permettre aux morts qui n'ont pas pu transitionner, aux fantômes qui n'ont pas pu transitionner, de passer de manière beaucoup plus apaisée dans l'au-delà. Et donc elle va se retrouver à avoir la visite de sa sœur, voilà, qu'on voit ici hein, de manière absolument magnifique, c'est très creepy, et d'autres fantômes notamment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a certains plot twists auxquels je m'attendais pas du tout, j'étais choquée, j'étais là, waouh, ok, elle n'a peur de rien, cette autrice. Et c'est aussi un des livres qui m'a vraiment fait peur, c'est-à-dire que quand je le lisais, le soir dans ma chambre, mais j'étais en panique, hein. Le soir dans le noir, là, j'étais là, je me dis à tout moment, là, il y a sa sœur qui sort de mon placard et qui vient me manger, en fait. Donc il était vraiment cool, il est assez court, il fait 300 pages ou moins de 300 pages, c'est ça, 300 pages tout pile, et très cool, très creepy, et en même temps très engagé parce que ça parle justement de ce racisme-là. Ça parle aussi des TOC parce que là, on a un personnage principal qui est hypocondriaque et qui a beaucoup de TOC. Donc voilà, ça aborde plein de sujets hyper intéressants avec en même temps ce côté horreur qui a été très bien fait et que j'ai beaucoup aimé, donc ça vraiment je vous le recommande. Toujours en horreur, j'ai lu celui-ci, A Wives Under the Sea de Julia Armfield. Lui, on y suit le personnage de Lia. Lia, c'est une biologiste marine qui est envoyée en mission dans un sous-marin avec 2 de ses collègues pour aller étudier un petit peu la biologie, enfin la biodiversité sous-marine vraiment dans les profondeurs. Sauf que leur sous-marin va commencer à descendre, ils vont perdre le contrôle, plus aucune communication, plus rien, et ils se retrouvent au fond de l'eau sans possibilité de communiquer avec l'extérieur pour une durée indéterminée, tous les 3. Et quand elle revient, Léa, elle revient complètement changée, et Miri, sa femme, la reconnaît pas, elle essaye de trouver des réponses à ses questions. Léa, elle commence à changer même physiquement, elle a des attributs qui commencent à apparaître un peu bizarres, bref. Donc c'est un petit peu du body horror, c'est dur à dire ce mot, mais j'ai bien aimé ce qu'a voulu faire le récit, c'est-à-dire que le côté, justement, ce qui se passe avec son corps, c'était intéressant, et les passages dans le sous-marin, je trouvais que c'était très intéressant, mais je suis vraiment restée sur ma faim, y compris en termes d'explication. J'en aurais voulu plus, j'aurais voulu que ce soit plus clair dans ce qui se passe. Je pense que je suis un petit peu frustrée, parce que quand ça laisse trop à mon imagination, bah je suis pas fan. Faut qu'il y ait un entre-deux, et puis voilà, je suis un peu restée sur ma faim sur ce qui s'est passé dans le sous-marin. J'aurais préféré en savoir plus, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez original et plutôt bien fait dans l'idée, mais voilà, je suis mitigée. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Spark of the Everflame de Penn Cole, et celui-ci, je vous avoue que je l'ai dévoré. On y suit, bah, je vous dis le résumé, ça sera plus simple. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diam Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Autant vous dire que lui, c'est vraiment le genre de fantasy romantasy giga page turner. C'est aussi le genre de saga où vous allez vouloir enchaîner tous les tomes. Par contre, il y a un truc que je dois vous préciser, c'est que je n'ai jamais vu une héroïne aussi clueless, c'est-à-dire qui se voile la face autant que Diem dans cette saga-là. La mistinguette là, elle a 25 000 indices d'un truc, je vous dis pas ce que c'est, mais vraiment, mais 25 000 indices, et elle est là, non, non, je refuse, non, c'est pas vrai, vous me mentez, non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Au bout d'un moment, t'as envie de la prendre et de la secouer et de dire, meuf, ça fait depuis page 10 qu'on a deviné le plot twist, là, t'es en train de me dire que t'es toujours en mode, non, non, moi je vois rien, moi je vois rien, moi je vois rien. C'était chiant, ça c'était frustrant. Mais j'ai beaucoup aimé le système de magie, j'ai beaucoup aimé l'intrigue politique, j'ai vraiment bien aimé aussi le début de romance. Vraiment le seul point négatif, c'est elle. Et voilà, son côté, je suis un peu débile et je refuse de voir ce qui est littéralement sous mes yeux, quoi. Mais voilà, le world building est cool, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, ils sont sur Kindle Unlimited en anglais. Et la fin est un petit peu prévisible, mais ça m'a pas frustrée. Ah, et un truc qui m'énerve aussi quand même, c'est quand l'héroïne, qui est archi, mais vraiment on va pas se mentir, archi bonasse, est en mode...
non mais moi je suis pas si jolie. Non mais moi je suis vraiment une meuf classique. Et là tu vas voir un fanart, la meuf, mais genre yeux verts, les cheveux blancs magnifiques, grande, bien foutue, visage de poupée, et tu te dis bon oh tu vas pas nous la faire hein. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Mimouche, de Véro Cazot et Carole Morel, qui est une BD. Alors moi là j'ai l'épreuve non corrigée, l'épreuve qui n'est pas finale, mais c'était trop intéressant et hyper touchant comme lecture. Je vous donne le résumé. Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur Lison, la plus belle et la plus brillante des deux jumelles. Et puis, Lison est morte dans un accident de voiture et Colette a cessé de grandir. 3 ans plus tard, Colette s'acharne à continuer la danse classique où sa sœur excellait, sans grand talent ni grande conviction, et sous les moqueries de son ombre, jusqu'au jour où le destin l'amène dans une salle de boxe. Et voilà, c'était trop bien. Ça vient parler justement de la perte d'un proche et surtout d'une sœur et la volonté de combler un petit peu ce vide justement pour que sa famille soit moins peinée. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'aime beaucoup les dessins et on arrive à comprendre aussi un petit peu tous les membres de la famille, même si ça nous fait vachement de peine pour Colette parfois de voir notamment comment sa mère réagit. Mais, et qui surtout que sa mère la laisse prendre ce rôle-là, c'est-à-dire essayer de se transformer en sa sœur pour combler sa perte. Mais franchement, il est trop bien et j'ai hâte d'avoir la version finale. Et pour terminer, je vous donne mes petites statistiques du mois si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai cette petite particularité-là sur mon journal qui me permet de référencer un petit peu tout ça. J'ai lu 10 livres ce mois-ci, mais il y a 2 DNF, donc il y a 8 livres que j'ai lus en entier. J'ai lu 6 livres en physique, 6 livres en audiobook. Alors là, ça fait 12 livres, mais parce qu'il y a des livres que j'ai lus en papier et en audio, le même livre, c'est pour ça. Il y avait 8 livres qui étaient de ma pile à lire. J'ai commencé une série, j'en ai complété aucune et j'en ai continué aucune. Mon top genre, comme d'habitude, c'était la fantasy. J'ai lu 2499 pages, ça fait à peu près 90 pages par jour. Le livre du mois, pour moi, c'est Résister de Salomé Saké ou alors Bat Eater de Kylie Baker. Et en termes de genre, j'ai lu 4 fantasy, un essai, 2 fiction, 2 livres d'horreur et une BD. Et voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des livres que j'ai mentionnés qui vous intéressent, que vous avez lus. Et puis comme d'habitude, à me dire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture de février. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.